Je vous propose qu'on commence la première table ronde. Donc, l'économie touristique en transformation, la RSE ou responsabilité sociétale des entreprises, levier d'innovation et de résilience en montagne. Pour participer à cette table ronde, vous les voyez qui s'affichent derrière moi, je demande à Mathieu de Chavannes, le PDG de la compagnie du Mont-Blanc, de me rejoindre, à Nicolas Durochat, le directeur général de l'Office de tourisme, à Romain Trollet, le fondateur du groupe hôtelier Azas, et à Guillaume Méliero du Village Baïséa. Bonjour à tous. Sous vos applaudissements. Il n'y a pas d'ordre, je vous laisse vous asseoir où vous le souhaitez. Vous avez des verres d'eau, des micros. C'est très masculin comme table ronde. On essaiera de. Les prochaines, on changera. Merci à tous les quatre d'être avec nous ce soir. Mathieu, je commence avec vous peut-être. Oui, c'est vous. La compagnie du Mont-Blanc, pardon, la compagnie du Mont-Blanc devient société à mission. Peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe d'une société à mission, commencez par nous rappeler l'objectif d'une société à mission. Alors bonjour. Le concept d'entreprise à mission a été inventé en fait par la loi Pacte de 2019. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réuni deux personnalités, Nicole Notat, qui est l'ancienne patronne de la CFDT, et Monsieur Sénard, qui était à l'époque président de Michelin et dorénavant président de Renault, pour les faire travailler en fait sur un concept qui permet à des entreprises, indépendamment de la personnalité de son dirigeant, de formaliser et d'ancrer dans des statuts des objectifs sociétaux, environnementaux et économiques. Donc l'idée, c'était de donner une boussole, parce que quand on passe entreprise à mission, en fait, ce que l'on doit faire, c'est définir une raison d'être. Donc pour définir une raison d'être, il faut, j'y reviendrai peut-être sur la façon dont on l'a fait, et ancrer des objectifs dans les statuts d'une entreprise. Alors, il y a un avocat, il expliquera ça mieux que moi, mais les statuts d'une entreprise, en fait, c'est une forme de constitution. C'est des objectifs, c'est ancré, c'est immuable. On peut les changer, mais c'est très, très difficile. Ça veut dire que quand on fait cette démarche-là, en fait, on s'oblige. On s'engage sur le long terme à dire on va respecter ça. Et pour le faire, il faut donc passer en assemblée générale des actionnaires. Et ça veut dire que les actionnaires eux-mêmes acceptent ça. Et ne disent pas tous les ans on vérifiera, on regardera, puis si c'est une bonne ou une mauvaise année, on changera un peu nos paramètres. Là, ils sont ancrés. Ça ne changera pas. Voilà. Ces paramètres qui sont ancrés, c'est les objectifs que l'on les objectifs dans qui les ne sont plus forcément lucratifs, de dire on va gagner de l'argent. Ceux-là, vous les mettez au même niveau, donc des objectifs environnementaux et sociétaux, vous les mettez au même niveau que le financier. Exactement. Et alors, quand on s'engage de la sorte, s'engager, ça veut dire quoi? Ça veut dire on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, et on est contrôlé. Voilà. Donc, il y a un comité de mission qui se réunit, qui vérifie et qui permet d'adapter un certain nombre de paramètres. Ce comité de mission, il y a des personnalités extérieures. Et nous, on a fait rentrer dedans le patron de Transdev parce que je voulais qu'il y ait quelqu'un du transport qui nous aide sur des problématiques. Mais même pour eux, c'est très très bien parce que ça veut dire qu'ils passent d'un statut de, entre guillemets, association qui pourrait être revendicative uniquement à une association qui participe et qui contribue au développement. Et j'en finirai là, ce comité de mission, il y a un rapport qui est fait. Et tous les 2 ans, il y a un organisme indépendant qui va donner un rapport. Ce rapport, il sera donné à l'Assemblée générale des actionnaires. Si je ne fais pas le boulot... Comme le commissaire aux comptes vérifie vos comptes. Comme le commissaire aux comptes. Si moi, je ne fais pas le boulot, en tant moi, le DG, je ne fais pas le boulot, ils vont dire, en fait, ce qu'ils ont fait, ça ne correspond pas à ce qui est inscrit dans les statuts. On peut passer au vote et la direction, elle s'en va. Voilà. Donc ça, c'est un engagement qui est quand même... Et il y a des exemples. Hein. Danone en est un, il y en a d'autres. Donc, quand on fait ça, il faut quand même avoir bien réfléchi sur quoi on part. Et il faut surtout, ça ne marche pas si on n'a pas la volonté de le faire. Voilà. Donc, moi, je vois ça de façon super positive parce que j'aime bien les engagements et on mettra tous les moyens pour y arriver par rapport à ce qu'on a défini comme objectif. Vous avez parlé de raison d'être au début de votre intervention. Quelle est votre raison d'être? Et puis, finalement, qu'est-ce que ça va amener de concret dans la compagnie du Mont-Blanc aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change pour vous dans votre quotidien et ensuite vos collaborateurs? Alors, pour la raison d'être, on a fait un gros travail d'introspection, en fait, parce que l'esprit de l'entreprise à mission, on l'avait à la CMB. Mais ce qui manquait, c'était un travail plus approfondi, plus formalisé.
Et donc, on a été à la rencontre, on a fait plus de 110 entretiens avec d'ailleurs pas mal de gens dans cette salle, pour voir ce qu'ils attendaient de la Compagnie du Mont-Blanc. Et qu'est-ce qu'il est ressorti? Il est ressorti que, un, on n'est pas très très bon en communication. Deux, on ne concertait pas assez l'ensemble des gens autour. Et on a besoin de plus de transparence. Donc, notre raison d'être, on l'a définie, c'est la suivante, c'est rendre la montagne accessible à chacun. Et ça sous-entend une politique tarifaire pour tous les niveaux et les PMR et autres. Et ensemble, virgule, ensemble, ça veut dire que là, ça nous oblige, parce que moi, j'aurais des gens, quand je me promène dans Chamonix, ils vont me dire, dis donc, tu as mis ensemble, mais en fait, on ne sait pas du tout ce que vous faites, on n'a jamais eu le droit de donner notre opinion. Conserver le bien précieux qui nous est confié par le territoire. Donc là apparaissent les objectifs environnementaux, la fragilité du territoire, avec, et ça on le sait, hein, nous ne sommes que des locataires, nous sommes là pendant un certain temps, et on a pour responsabilité de prendre soin de ce patrimoine qui est fragile, tout le monde le sait autour de cette table. Voilà. Romain, vous dirigez, vous êtes fondateur même du groupe hôtelier Azas. Vous n'êtes pas passé à entreprise à mission, mais vous avez choisi de structurer votre démarche RSE. Et quand on a préparé cette table ronde, finalement, on s'est dit que c'était mettre des mots sur ce que vous faisiez ici sur le territoire depuis des années sans forcément l'afficher. Bonsoir à tous. Moi, depuis que je vis dans la vallée, ça fait un peu plus de 20 ans, j'ai été toujours assez marqué par le fait qu'en montagne, dans la vallée, finalement, les trois piliers du RSE sont des éléments assez fondamentaux de la vie des habitants, mais aussi des commerçants, dans le sens des trois piliers. L'environnement est quelque chose qui est totalement prenant dans notre vie de tous les jours. La partie sociale, je connais peu d'entreprises, alors un peu moins à Chamonix, mais particulièrement dans le milieu de la montagne, où finalement on monte en puissance avec 100% de salariés, et quelques mois après, ils partent tous et on leur dit revenez l'année prochaine. Et pour les fidéliser, je vous promets que c'est un vrai enjeu que la montagne connaît et vit depuis toujours. Et dernier le pilier, l'économie, je connais peu d'entreprises qui doivent, avec une saisonnalité extrêmement forte de l'activité, alors même quand on est en parenthèse, on doit faire une saison en 140 jours. Donc ces trois piliers finalement qui sont totalement ancrés dans nos montagnes, sans que finalement les gens mettent obligatoirement des mots dessus. Ils le vivent, ils s'adaptent, et finalement c'est une avance considérable qu'on peut avoir sur la ville, parce que c'est des fondamentaux qui sont ancrés dans ce qu'on est, et donc c'est, je pense, une force assez précieuse de ce qu'on est. Si c'est dans l'ADN finalement, pourquoi décider de le structurer, d'en faire un document? Alors je ne sais pas si on peut appeler ça une charte, mais pourquoi avoir choisi parce que vous deveniez un peu plus gros, c'est ça? Alors on devient plus gros. Ces éléments-là aussi deviennent des éléments forts qui deviennent fondamentaux, je pense même pour la raison d'être d'une entreprise, particulièrement en montagne. Et je pense aussi que dans l'environnement dans lequel on est, on doit aussi en faire une force. On doit être exemplaire. Je pense qu'on a beaucoup plus de sens sur ces trois piliers à la montagne que peut-être les gens peuvent le vivre en ville. L'environnement qu'on habite en ville, c'est quelque chose qu'on vit moins au quotidien. La partie... faut faire attention à l'environnement. Oui, totalement, mais c'est plus des convictions personnelles que quelque chose qu'on vit tous les jours. Vivre, je le dis toujours, mais c'est une réalité. On a des salariés qui viennent 4-5 mois par an, et à la fin de la saison, on espère qu'une chose, c'est qu'ils reviennent l'année d'après. Et il faut travailler ça. Il faut travailler cette fidélisation. On loge, nous aujourd'hui, on a à peu près, en haute saison, on monte à peu près 1000 salariés, on loge quasiment 80% de nos salariés. Et c'est une préoccupation qu'on a depuis des années, qui s'accentue, qui se complexifie, tout s'accélère, tous ces phénomènes s'accélèrent. Et donc, si on ne les anticipe pas, si on ne les prend pas en compte dans notre politique, en fait, on subit les choses. Et voilà. Et un groupe hôtelier comme le vôtre qui négligerait ces valeurs, qui n'y ferait pas attention, selon vous, il est menacé à court ou moyen terme? Alors, je ne sais pas qu'il est menacé, mais on le subit. On l'a vu juste après le Covid, ne pas avoir de logement pour
ne pas avoir de logement pour accueillir des salariés en saison, c'est de temps en temps ne pas avoir une capacité d'ouvrir. On l'a vu sur Chamonix, certains restaurateurs qui fermaient 2 jours par semaine. Enfin, c'est une vraie réalité, du quotidien qui est hyper impactante. Ensuite, avant qu'on trouvait complexe, aujourd'hui qui est une vraie difficulté et une vraie menace. Donc en fait, c'est des préoccupations qu'on doit travailler sur le long terme parce que vous ne pouvez pas transformer une entreprise sans prendre en compte dans le temps et investir dans le temps sur ces sujets-là. Et demain, le prix de l'énergie seront des vrais freins sur lesquels il faut qu'on investisse dès aujourd'hui pour mieux s'adapter demain. Et donc, pour garder compétitives aussi nos entreprises, on doit se préoccuper de tous ces sujets-là. Je vous demanderai, on reviendra tout à l'heure avec vous, si c'est aussi un argument marketing, on y reviendra. Nicolas Durocha, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de l'Office de tourisme. On vient de voir avec Mathieu et Romain, les acteurs locaux s'engagent dans ce qu'on appelle la RSE aujourd'hui. Vous aussi, vous avez choisi de vous engager sur ce terrain-là en lançant un fonds de dotation. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous expliquer votre démarche ? Oui, alors nous, c'est la collectivité. On réagit en rebond de l'initiative de la collectivité. Et pour comprendre l'idée de ce fonds de dotation, il faut peut-être un petit peu dézoomer. Nous, Chamonix a la chance d'appartenir au réseau Best of the Alps. Ça le présidé d'ailleurs en ce moment. Le réseau Best of the Alps, c'est les 12 stations historiques des Alpes. Et dans ce réseau, quand on parle de bons exemples d'un tourisme et d'une dynamique de tourisme durable, c'est Chamonix qui est cité systématiquement. Je tiens à le dire parce que des fois on voit les choses de l'intérieur et on se dit on fait pas assez, etc. Il faut prendre du recul. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'il y a une multitude d'initiatives individuelles. On a la compagnie des guides qui fait un bilan carbone et qui dit moi je fais plus de courses au-delà d'1h30 et on va plus sur les marchés lointains. Il faut être courageux quand même pour dire je fais plus ça, on va se priver de certains marchés. On a un patron des remontées mécaniques qui va voir ses actionnaires, dont la SEM, en disant les gars, il va falloir qu'on accepte qu'il y ait des investissements de la société qui ne soient pas que productifs, mais qui soient aussi au profit d'une dynamique, collective. On a la collectivité, là, juste pour parler de l'actualité, qui redimensionne un plan de transport à hauteur d'une ville de 100 000 habitants, en posant quand même 3 millions d'euros sur la table. C'est quand même juste 9% du budget actif de la commune de Chamonix, qui le fait aussi grâce au soutien de la Compagnie du Mont-Blanc. Et tout ça, ailleurs, quand on prend du recul, on ne le voit pas. Et c'est pour ça que la vallée de Chamonix est vraiment citée comme un exemple. Mais quand on est dedans, on ne le voit pas. Voilà, tout à fait. Donc l'idée, c'était d'aller plus loin avec ce fonds de dotation. Et c'était de se dire, finalement, il y a une multitude d'initiatives individuelles. La collectivité a une conscience de la nécessité d'aller encore plus loin et d'être un petit peu sur une idée de politique RSE de destination. On en parle beaucoup au niveau des entreprises. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre en place une dynamique de politique RSE de destination, quelque part pour être, je reprends tes mots, pour être un petit peu une destination à mission, en fait. Et l'idée de ce fonds de dotation, c'est de dire qu'il y a des enjeux sociétaux qui sont un cap qui est donné par la collectivité, avec une baseline qui est vallée à énergie positive pour une montagne vivante et inspirante. C'est vraiment ça l'idée de ce fonds de dotation. Et le principe de ce fonds de dotation, c'est de dire, oui, toutes ces sociétés, sur ces enjeux d'accélération des sciences et de la connaissance, sur ces enjeux d'apprentissage des jeunes au sport ou à la pratique de montagne, etc., sur ces enjeux de culture, qui sont les caps donnés par la collectivité. Il y a moyen d'aller plus loin sur cette dynamique collective. Donc on crée ce fonds de dotation qui est logé dans l'Office de tourisme, parce que c'était plus facile administrativement parlant, mais qui est bien une initiative de la collectivité. Et dans ce fonds de dotation, l'idée, c'est de dire aux entreprises locales et aux entreprises tout autour de la dynamique de la vallée, vous avez possibilité d'aller chercher de la réduction d'impôts, c'est le principe quand même, à hauteur de 64%. Donc effectivement, si vous faites du bénéfice, si vous avez envie d'aller plus loin dans cette dynamique collective de la vallée de Chamonix, vous pouvez y participer. C'est un fonds qui a combien aujourd'hui ? Et puis, du coup, concrètement, il y a qui aujourd'hui dans le fonds ? Vous avez combien ? Et concrètement, peut-être des exemples concrets d'actions déjà que vous avez envie de mettre en place ou déjà mises en place ? Alors, le comité de pilotage s'est réuni il y a 15 jours pour valider effectivement l'ensemble des projets. Mais sinon, je me mettrai à la porte et je prends chèque et carte bleue.
Et un exemple concret peut-être de ce que vous voulez faire? Vous avez déjà des idées ou c'est un peu trop tôt pour le révéler et puis on se retrouvera peut-être. Il y a déjà des idées. Hein. Il y a une idée je parlais d'accélération des sciences. Il y a un projet qui est mené par la mairie de Chamonix sur le ChamLab qui sera logé sur l'aile nord de la gare. L'idée, c'est de créer une dynamique autour de toutes ces études scientifiques. On en a plus de 90 par an qui fréquentent le massif du Mont Blanc. Donc, d'une, de leur permettre de se réunir pour partager, et de deux, de vulgariser un petit peu, parce que quand ils parlent, on ne les comprend pas, de vulgariser un petit peu pour communiquer effectivement au public ces dynamiques et donner cette conscience, justement, d'un territoire fragile. Merci. Donc vous êtes à la sortie avec le sabot de carte bleue. Merci. Guillaume Méliero, bonjour, bonsoir. Je ne sais plus quelle heure il est. Bonjour. Bonsoir. Vous représentez le village Baïséa. Peut-être alors en quelques mots, ceux qui ne connaissent pas le village Baïséa, c'est qui, c'est quoi? Bonsoir à tous. Donc, le village Baïséa, c'est un accélérateur. Accélérateur, le terme vient du monde de l'innovation. Donc, on accélère soit des startups qui sont dépassées le stade d'incubation. Donc, le stade d'incubation, c'est un entrepreneur qui se lance dans un projet, mais qui n'a aucune preuve de concept et qui n'a pas de tractation commerciale. Et nous, on intervient sur l'accélération. Donc, il a une preuve de concept, ça peut marcher, et où il fait déjà du chiffre d'affaires. Et donc, à ce moment-là, on l'accompagne. Il intègre le village, il y a des startup managers qui l'aident et surtout il intègre un écosystème puisque aujourd'hui la marque Village, c'est une marque du groupe Crédit Agricole. Donc nous on est sur les deux Savoies parce qu'on va avoir bientôt une ouverture en Haute-Savoie. On a un site à l'heure actuelle à Technolac et un nouveau site qui va ouvrir sur Annecy. En gros on accélère en permanence autour de 25 startups. On espère passer aux alentours de 50 startups avec cette ouverture sur Annecy et puis on a des alumni, puisque tous les ans, vous avez des promotions qui rentrent au village. Une start-up qui est accélérée, c'est à peu près 2 années d'accélération. L'objectif étant qu'après, elle vole de ses propres ailes et que ce ne soit plus une start-up, mais une PME. Pourquoi pas une ETI? Ça arrive parfois. On n'a pas tous des licornes, je vous le confirme, par contre. Mais on a quelques start-up qui ont pu lever des belles sommes ou qui ont fait partie de belles réussites sur les deux Savoies. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, on a toute cette partie innovation qui est liée à on change, on fait quelque chose de nouveau, mais on a aussi développé du conseil et de la transformation en entreprise. On en a beaucoup entendu parler là, parce qu'en fait c'est de la conduite du changement, c'est de se dire on a un modèle qui a marché et qui est ce qu'il est, on doit tendre vers un autre modèle. Déjà comment on imagine ce modèle, donc on intervient pour aider les entreprises à imaginer ce modèle, et puis après c'est la conduite du changement, je veux mettre en œuvre ce modèle-là, et ben je fais comment? Donc c'est de passer de l'intention à l'action. Et là, on agit aussi pour accompagner les entreprises. Bon, déjà, vous répondez un peu à la question pourquoi vous êtes présent sur cette table ronde et pas sur la troisième, sur l'innovation. Mais si l'ASEM a voulu que vous participiez à cette première table ronde sur la RSE, c'est en raison du dispositif, alors je prends Alpes Tourisme Lab, c'est un dispositif d'incubation et d'accélération dédié à l'accompagnement d'innovation pour le tourisme alpin et de montagne. Ça, c'est le pitch. Vous pouvez nous présenter ces ambitions et puis quelques exemples concrets aussi. Ouais, alors pour replacer rapidement le cadre, l'Alpe Tourisme Lab, c'est une collaboration entre Chambéry Grand Lac Économie, qui est un institutionnel qui a aidé au développement du village sur Chambéry, le cluster montagne, la French Tech Alpes Chambéry et du coup le village Baïséa. C'est ces 4 acteurs qui portent la structure en se disant le monde de demain et donc le tourisme de demain, parce que le monde de demain en Savoie et Haute-Savoie, il faut qu'il y ait le tourisme de demain, sinon on aura un petit souci. Il faut l'imaginer, il faut le mettre en œuvre. Et donc pour l'imaginer et le mettre en œuvre, on veut se mettre dans une démarche où on a des porteurs de projets qui ont sûrement des super idées, mais qui ont besoin d'être au contact des gens du monde touristique, et donc de confronter leurs idées en disant ça marche ou ça marche pas. Et est-ce que c'est trop déconnecté du monde actuel? Et en fait, c'est une rupture telle que, ok, tu as une preuve de concept, mais ça ne marchera jamais parce que ce n'est pas applicable en l'état sur le terrain. Donc ça, c'est pour le porteur de projet. Du coup, vous les confrontez à la vraie vie. Exactement. On les emmène sur le terrain et on les confronte à la vraie vie via des bootcamps. On leur fait rencontrer des professionnels du tourisme, que ce soit des hôteliers, que ce soit des remontées mécaniques, parce qu'on a différentes technologies. Et puis après, si on voit la démarche dans l'autre sens, c'est que le monde du tourisme alpin voit des projets arriver et se dire, tiens, il y a des possibilités de faire différemment. Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'open innovation. On permet aux porteurs de projets de se confronter à la vraie vie et à la vraie vie de se dire on peut peut-être faire différemment.
Et en fait, c'est ça la valeur ajoutée de l'Alpe Tourisme Lab. C'est on prend des porteurs de projets qui aujourd'hui n'ont pas de tractation commerciale nécessairement, la phase incubation, des qui ont de la tractation commerciale mais qui ont besoin de se développer. Mais on a aussi une troisième cible qui se développe de plus en plus, c'est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Vous êtes un chef d'entreprise, vous avez un de vos collaborateurs qui vous dit j'ai une idée géniale et j'ai besoin de la développer. Et ben vous avez possibilité de vous rapprocher de nous pour qu'on l'aide à développer son propre projet. Alors soit sur son temps libre, soit si vous souhaitez aller jusqu'au bout de la démarche en lui octroyant du temps dans son temps de travail. Mais donc on a ces trois cibles qui se développent et si le projet marche, et ben, l'entreprise peut récupérer le projet via cet intrapreneur. Vous pouvez nous partager un exemple de quelque chose qui a marché ou d'une start-up qui, face à la réalité, a dit j'avais une mauvaise vision de la réalité, il faut que je retourne bosser. Mauvaise vision, c'est difficile parce qu'on essaye malgré tout d'accompagner les porteurs de projets pour qu'avant d'arriver sur le terrain, on n'ait pas des choses un peu ubuesques. Donc on n'a pas eu de mauvaise vision, mais on a eu des cas où dans la mise en application du concept, il y a des professionnels qui ont dit non, comme ça, ce n'est pas applicable au regard du flux client. Et là, je pense à Intense qui accompagne le parcours client et qui optimise le parcours client, que ce soit de la billetterie ou de l'organisation d'expérience. Et en fait, c'était un détail, mais c'est dans la gestion du flux client. L'interface semblait être friendly et en fait, la réalité, c'est que au quotidien, on l'avait conçu peut-être, enfin, il l'avait conçu pour une certaine tranche d'âge. Or, on s'adresse à bien plus de monde. Donc ça a été un détail. Mais ce qui fait que quand Intense ensuite se lance, Intense, c'est une levée de fonds de plus d'1 million d'euros avec des bureaux à Chambéry et 5 collaborateurs. Et ils sont passés par l'Alpe Tourisme Lab sur la deuxième promotion. Donc le dispositif a à peu près 4 ans. Et donc 2 ans après être passé dedans, là, en gros, ils passent l'étape de ça devient une petite PME, puisqu'ils ont un budget d'1 million d'euros. Vous faites gagner du temps aussi. Le temps, c'est de l'argent, notamment pour les jeunes entreprises. Le temps, c'est un de vos arguments. Comment, alors, il n'y a pas le site internet derrière vous, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, des chefs d'entreprise ou des start-upers, on vous trouve comment sur internet très facilement? Village by CA, le profil LinkedIn Guillaume Mellero, Alpe Tourisme Lab, vous inquiétez pas. Et puis je suis là à l'apéro et je bois un coup, donc il n'y a pas de souci, on pourra en discuter. En tout cas, pour nous trouver, la marque Alpe Tourisme Lab ou le Village by CA, c'est la clé d'entrée systématique. Il faut savoir qu'on fait des appels à candidature, que ce soit sur l'Alpe Tourisme Lab, où là on a un appel à candidature qui commence le 8 janvier. Donc vous êtes porteur de projet et vous avez envie de développer votre projet. C'est le moment de déposer votre projet. Ou à l'inverse, on a des appels à candidature. Si vous voulez créer votre startup ou accélérer votre startup chez nous, on a exactement la même chose sur le village. On vient de le voir avec chacun de vos témoignages. Les acteurs locaux s'engagent pour le territoire, pour l'environnement, pour cet aspect sociétal de l'entreprise. On est sur un territoire hyper touristique. Qu'en est-il des visiteurs? Est-ce que c'est aujourd'hui un argument de vente, un argument pour faire venir, de dire je suis un hôtelier, j'ai une charte RSE, je suis la compagnie du Mont Blanc, je suis une entreprise à mission, je suis l'office du tourisme, je fais des efforts et j'ai une voiture électrique devant mes bâtiments. Qui se lance? Nous, on n'a pas fait cette démarche dans ce sens-là. On l'a fait comme un projet d'entreprise porteur de sens. Il n'empêche, je vais être clair par rapport à ça, les clients qui viennent chez nous viennent pour utiliser un service que l'on leur donne, mais ce qui change de plus en plus, c'est qu'ils veulent approfondir la relation avec l'entreprise qui donne le service. Et approfondir la relation par rapport à ça pour qu'eux-mêmes puissent juger de la pertinence de leur déplacement ou de leurs vacances. Et ça nécessite d'avoir une transparence, justement, par rapport à la... Donc, ce dont a parlé Romain, ou ce que l'on fait nous, ça sera totalement transparent. On devra rendre des comptes, j'en ai parlé tout à l'heure, et donc il pourra se faire son avis par rapport à ça. Il en va de même pour les recrutements. Aujourd'hui, quand vous faites des entretiens d'embauche, on vous parle très rapidement de salaire, et puis on vous dit, mais vous faites quoi là, pour l'environnement, etc. Ça permet aussi de dire, voilà, on fait ça, et puis, encore une fois, c'est important, on rend des comptes par rapport à ça. Tu t'en rendras compte toi-même, mais si on ne fait pas, tu pourras partir. Et troisième chose, et là, je ne veux pas parler en leur nom, mais il y a des banquiers dans la salle, dans les comités de crédit, de plus en plus, ils sont, et c'est une très bonne chose, ils sont attentifs à tous les efforts que l'on fait en la matière. Donc, encore une fois, si vous avez une politique qui est claire, qui est affichée et que vous délivrez, ça
doit jouer en votre faveur. Mais il ne faut pas le faire uniquement pour ça. Hein. Mais, Romain, on ne le fait pas uniquement pour ça, L'inverse. partager. Non, et pour compléter, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas créateur de valeur, c'est destructeur de valeur à terme. En fait, si les entreprises ne prennent pas en compte totalement ces piliers, dès maintenant, ils sont tellement conséquents, tellement transformateurs pour les entreprises que si on ne les prend pas en compte immédiatement dans nos stratégies, en fait, demain, ça sera un élément destructeur de valeur. Ça ne sera jamais un élément qui créera de la valeur, ça sera destructeur de valeur. Les gens, nos salariés, les clients ne comprendront plus la valeur réelle de l'entreprise. Et à la montagne, c'est encore plus flagrant parce qu'on est vraiment en première ligne sur tous ces changements-là de ce dont on a parlé avant. Donc en fait, il faut qu'on soit précurseur sur ces éléments-là parce que les clients seront encore plus exigeants, mais aussi nos salariés. Moi, la plupart des salariés qui travaillent chez nous, il y a une raison d'être de pourquoi ils sont avant tout dans la vallée. Il y a on l'a entendu, certains salariés qui ont rejoint, il y a une volonté d'équilibrer sa vie, il y a une volonté de donner un peu plus de sens à sa vie, et que si les entreprises dans la vallée ne prennent pas en compte ces éléments-là, en fait, ça sera destructeur de valeur, ça sera pas créateur de valeur. Ouais, ou... Ouais, Et- alors juste pour faire le lien avec ce que vous dites et ce qui est très vrai, ça me faisait penser à une des startups qui est passée sur l'Alp Tourism Lab, Alpvenger, dont l'enjeu est le développement de voyages bas carbone ou décarbonés, vous prenez le terme comme vous le voulez, mais en gros le moins polluant possible. Et typiquement, si demain des entreprises se tournent vers lui pour réaliser des voyages bas carbone, mais que les gens arrivent en avion ou qu'il y a une dissonance entre la volonté et la mise en œuvre, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas quand il intervient dans l'accompagnement des entreprises, c'est la première chose qu'il voit, c'est est-ce qu'il y a un alignement complet, parce que sinon ça détruit aussi la valeur du porteur de projet. Donc je confirme, et effectivement, il faut peut-être mieux pas y aller que d'essayer de le faire à moitié. Nicolas, pareil, pour vous, c'est aujourd'hui, quand on appelle l'OT, les touristes ne demandent pas est-ce que cet établissement il est RSE, est-ce que c'est une société à mission. Non, aujourd'hui, c'est un s'en fiche devoir un peu qu'une destination se donne. Mais moi, je me souviens, dans les années 90, on disait d'ici 10-15 ans, il y a l'arrivée de l'homo durabilis, c'est-à-dire quelqu'un qui choisit sa destination sur des critères de développement durable. On ne l'a pas encore vu arriver. Il y a des signaux quand même. En sortie de Covid, on a vu certains marchés évoluer là-dessus. Je pense notamment au marché scandinave, où effectivement les tour opérateurs nous disent oui, aujourd'hui, les clients ne choisissent que des destinations accessibles en train. Donc il y a des signaux qui commencent à émerger. Donc peut-être que l'homo durabilis va finir par arriver, mais en tout cas aujourd'hui, je pense que les clients conçoivent qu'un hôtel, qu'un prestataire, que des remontées mécaniques doivent être dans cette démarche-là. Je ne suis pas sûr qu'elle le vérifie. Et finalement, aujourd'hui, non. Ce qui fait venir des gens sur une destination, Il va y avoir un moment où, aujourd'hui, il y a de plus en plus dans l'entourage de chacun de gens qui refusent de prendre l'avion pour leurs vacances, par exemple. Ça se fera peut-être d'un coup ou ça prendra 10 ans. Il va y avoir un moment, une bascule où les entreprises, les hôtels qui ne sont pas dans cette démarche-là seront un peu pointés du doigt et oubliés. Alors, c'est ce qu'on disait en sortie de Covid. Hein. On disait les gens ne vont pas reprendre l'avion et ça a donné une conscience. Aujourd'hui, j'ai vu les chiffres. En fait, l'aérien est reparti encore plus fort qu'avant Covid. Et ça c'est une réalité, c'est des chiffres, c'est tangible. Donc, il y a cette conscience. Est-ce que les gens sont prêts à faire cet effort-là? Est-ce que la génération juste après nous va aller là-dessus? Ça reste une question. En tout cas, il faut être à l'heure quand cette bascule sera faite. C'est une exigence qu'on doit se mettre au cas où, effectivement, pour avoir les arguments quand la génération va arriver. Effectivement. Avant peut-être d'interroger le public s'il y a des questions, 60% de l'empreinte carbone du touriste, c'est le transport. Encore, on fait quoi là-dessus? Question, on a 4 heures. Oui, quand on fait le scope 1 et 2, c'est-à-dire les émissions directes et indirectes, c'est très faible. Le gros enjeu, en effet, c'est la venue jusqu'à Chamonix. Il faut déjà travailler sur ce qu'on maîtrise nous, déjà, être assez pertinent en la matière. Et puis après, à l'instar de ce que disait Nicolas, nous, par exemple, on finance le transport public à hauteur de 3 millions d'euros par an. C'est quand même des sommes, et on a remis 1 million d'euros récemment. C'est un acte fort. Pourquoi? C'est pour, à notre petit niveau, essayer de dire à la personne qui arrive de Genève, je prends toujours cet exemple parce qu'il m'a été sorti à plusieurs reprises,
la personne qui arrive à Genève à l'aéroport, si elle n'a pas confiance dans le transport public et que le train ne dessert pas bien la destination, qu'est-ce qu'elle fait? Elle loue une voiture. Voilà, elle loue une voiture et puis elle arrive à Cham et puis après elle dit tous les jours, moi je vais au Grand Montet, au Tour avec ma voiture. On arrive à des bouchons, et la pollution, tout va mal. À notre niveau, nous, c'est de dire, essayons de lui donner confiance, parce qu'à mon avis, c'est une histoire de confiance, en optimisant le réseau de transport public. Forcément, ça coûte de l'argent, donc forcément, il faut qu'on contribue un peu plus, c'est normal. Et là, et c'est ce que la collectivité a fait, en doublant le 3 millions d'euros de plus, c'est énorme. Petit à petit, la confiance, elle va s'instaurer aux yeux des clients. Et quand ils viendront à Genève, ils diront je prends une navette parce que ça marche super bien. Et puis, une fois que je suis à Cham, je fais tout en transport public. Voilà. C'est ça sur quoi on veut travailler. Après, le reste, c'est des politiques publiques où là, on est quand même. Faire un réseau de transport en train, c'est des millions d'euros. Et puis, ça relève pas de nous. Sans révéler de secret, mais en préparant cette table ronde avec Nicolas, on a émis l'hypothèse d'un TGV totalement gratuit, alors payé par quelqu'un, mais par les acteurs locaux, depuis Paris. Est-ce qu'un jour, il faudra arriver à ça? Et est-ce qu'il faut que tout le monde se mette à la table? Est-ce qu'un hôtelier est prêt à payer une partie d'un TGV pour dire aux Parisiens, le TGV est gratuit, totalement? Alors là, tu aurais dû me laisser m'en parler un petit peu en interne avant de le dire à tout le monde. Non, je crois sur le transport, pour rebondir aussi sur ce que dit Mathieu, aujourd'hui dans la vallée de Chamonix, on a une DSP transport qui est calibrée à hauteur d'une ville de 100 000 habitants. Ce qui est déjà énorme. Ouais, on est juste un village de 13 000 habitants au passage, même quand il y a des touristes. Et sur l'aspect transport-train, effectivement, on sait que 62% du bilan carbone d'un touriste qui vient en montagne, c'est même pas le transport dans la vallée, dans la destination, c'est la venue jusqu'à la destination. Et là, je crois savoir qu'on a un président de la communauté de communes, Aurore, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qui y est depuis ce matin justement pour se battre sur ces sujets de transport, d'arrivée en train, parce qu'effectivement, le fantasme, que ça soit gratuit ou pas gratuit, c'est l'arrivée des TGV à nos pieds. Il y a des destinations de montagne, ça existe déjà. Je ne vais pas citer les autres vallées, mais il y a des destinations de montagne, ça existe déjà. On arrive en TGV, il y a un bon réseau de transport bus qui dessert la station et ça fonctionne très bien. Donc le fantasme, c'est ça. Et je peux vous garantir qu'on a un président de Comcom qui se bat, qu'on connaît sa passion pour le train et qui se bat pour ce sujet-là aujourd'hui même. Mais on peut imaginer demain, effectivement, dans cette attente-là, qu'on se mobilise, office de tourisme, socio-professionnels, pour mettre en place. C'est ça, en tout cas, c'est pas on pourrait chartériser des TGV sur les départs de vacances scolaires et organiser nous-mêmes notre propre transport par défaut de l'initiative publique plus large. Mais si on met 7 heures pour venir, ça marche pas. Vous avez parlé sans micro. Guillaume, peut-être une réaction. Et puis s'il y a des questions dans la salle, après je vous laisserai lever la main. Ouais, pour étendre le débat de la mobilité, il y a plusieurs mobilités, parce que toutes les mobilités ne se valent pas. Et donc on se rend compte aussi que le touriste, plus il va être local, et moins le poids de sa mobilité sera important dans le bilan carbone du lieu. Donc ça veut dire que si on se met encore une fois dans une démarche de recherche d'innovation ou de transformation de modèle économique, il y a peut-être d'autres modèles économiques à exploiter que ce qu'on connaît aujourd'hui, avec des taux d'occupation monstrueux sur des périodes très très courtes. Aujourd'hui, c'est notre modèle actuel. Peut-être que demain, pour optimiser l'impact lié à la mobilité, il faut se tourner vers un tourisme peut-être plus local, qui posera bien d'autres problèmes, qu'il faut essayer d'optimiser. Par contre, comme peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà entendu, si je reprends une phrase de Jean-Marc Jancovici, si on mettait tout le monde dans le train, ça passe pas dans la Tarentaise ni dans la Maurienne. Hein. Donc, voilà, il ne faut pas se dire on va prendre tous ceux qui prennent l'avion, les mettre dans des trains, et tous ceux qui prennent leur voiture et les mettre dans des bus. Ça ne marchera pas. Donc il faudra peut-être aussi petit à petit avancer vers d'autres modèles. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou deux d'ailleurs, ou trois questions dans la salle pour nos participants, les intervenants? Le plus dur, c'est la première question. S'il n'y en a pas, moi j'ai une dernière à vous poser et je le ferai pour chacune des tables rondes. À chacun, j'ai envie de vous demander en guise de conclusion, en un mot ou en une phrase, qu'est-ce que vous avez retenu de cet échange? Moi j'ai triché, j'ai déjà noté, je reprends vos mots, destination à mission, après entreprise à mission, destination à mission. Je vous laisse 20 secondes pour réfléchir, même pas. Je valide, Nicolas, c'est bien ça. On travaille ensemble. Nous, on travaille collectif. Enfin, en tout cas, pour la CMB,
Nous, on travaille régulièrement avec Romain, on travaille évidemment avec la collectivité. De plus en plus, on est aligné là sur ces... Oui, ouais, destination mission, c'est pas mal ça, finalement. Guillaume? Non, je valide à 200%. Et l'alignement de tous les acteurs autour de cet objectif-là, des politiques publiques, on en a parlé, mais de tous les commerçants, oui, à fond. Et de bien se dire que cet alignement-là, ça va entraîner quelques sujets. Je pense que ce qui est important, pour satisfaire les clients extérieurs, il faut avant tout satisfaire les clients locaux. Ça, c'est fondamental. Tout opérateur touristique qui néglige les habitants locaux, il va droit dans le mur. Qui sont ses collaborateurs? Non, mais non seulement ses collaborateurs, mais si, c'est pour ça que c'est important d'avoir un transport collectif qui fonctionne bien en local, qui satisfasse les besoins des locaux, parce que si ce n'est pas le cas, il y a une forme de rejet et on ira droit dans le mur. Donc la première des choses, c'est se concentrer sur le local, donc travailler avec les collectivités. Les intérêts sont alignés. Romain, ce petit mot de conclusion ou cette phrase? Et je pense encore une fois que toutes ces valeurs sont au cœur de nos destinations, au cœur de ce qu'on est, donc on doit être précurseur et innovant là-dessus. Oui. Allez, précurseur, Nicolas. Oh bah moi, je ne vais pas rebondir sur la phrase que j'ai citée. Je voulais juste, puisqu'on est réunis autour de la SEM, il ne l'a pas fait, mais saluer le travail d'Yvonique et le côté investi plus que de raison d'Yvonique sur tous ces sujets-là. Voilà, puisque l'Office de tourisme est administrateur et on le voit au quotidien, le travail au-delà du raisonnable pour arriver à ces résultats. Merci. On peut l'applaudir et on peut vous applaudir pour vous remercier. Merci à tous.